vous en ai pas proposé sur la chaîne, mais aujourd'hui je vous propose de nous retrouver avec un petit book haul, et un petit book haul qui est lié à toujours les mêmes événements chaque année. Le fait que j'ai été à Montreuil, que mon anniversaire est passé, et donc fatalement j'ai ramené quelques livres. Il y en a aussi quelques-uns que j'ai eu par d'autres moyens un peu avant, donc ça je vous en parlerai aussi. Mais voilà, on va commencer tout de suite. Il y en a quelques-uns, même si j'ai été assez raisonnable à Montreuil, puisque de manière générale je dois faire attention à mes sous en ce moment. Et puis de toute façon j'en ai tellement dans ma pile à lire que ça ne sert à rien que j'en rajoute en ce moment, surtout que j'en emprunte encore beaucoup à la bibliothèque, donc trop de livres, pas assez de temps, pas besoin d'en acheter de trop. On va commencer tout de suite avec l'un des premiers livres que j'ai dû acheter sur le salon, puisqu'il s'agit de Vol au-dessus d'un nid de coucou de Digley, enfin Maureen Wingrove de son nom d'autrice, même si d'ailleurs là il est pas noté. Il s'agit du 3e tome de la saga du journal de Cléopâtre Wellington, qui est donc un livre qui est plutôt adressé à un public adolescent quand même, hein. C'est quand même la cible principale. Moi je le lis en tant qu'adulte. Évidemment Hawaii fait son gros narcissique et fait ses griffes pile au moment où je vous parle, hein, je suis navrée. Voilà, c'est parti pour la bataille, évidemment, et il dormait il y a 5 minutes. Bref, il s'agit du 3e tome d'une saga adolescente où on suit les aventures donc de Cléopâtre Wellington, qui est au collège, qui vit ses petits tracas du quotidien, que ce soit sa position dans la société. Elle est attirée par les garçons, donc les problèmes avec les garçons, est-ce qu'ils sont sympas, est-ce qu'ils la traitent bien, les problèmes avec les copines, et encore il y a plutôt une très bonne dynamique avec les amis. Voilà, c'est tous les tracas d'une adolescente placée dans notre société actuelle, dont justement Digley s'est inspirée forcément de sa propre adolescence, de ses propres questionnements. C'est hyper drôle, elle est hyper cynique, et en même temps il y a pas mal de féminisme aussi, il y a pas mal de petites piques au sujet de la société, mais vous avez plein d'inspirations aussi de femmes justement qui ont marqué les arts, parce que bon, Digley est quelqu'un qui est passionné justement par les arts, donc on retrouve un petit peu de tout ça, et c'est très sympathique. D'ailleurs, si jamais vous êtes intrigué par tout ça, j'avais fait une vidéo spéciale au sujet des 2 précédents livres, donc n'hésitez pas à aller la voir. Voilà, moi j'ai très hâte de lire ça, ça va se lire très vite, en plus c'est des chapitres qui sont relativement courts. Loka ne fait pas ses griffes sur mon fauteuil, voilà, Loka fait ses griffes sur mon fauteuil, parce que voilà, vous avez des petites entrées de journal assez courtes. Donc voilà, ça se lit très vite, et puis voilà, la plume est hyper chouette, c'est hyper dynamique, c'est top. Et c'est dommage parce que la lumière ne rend pas hommage à ces magnifiques couleurs lilas, mais c'est lilas, voilà, comme ça. C'est pas tout à fait lié à Montreuil parce que je ne l'ai pas acheté là-bas, c'est Coralie qui me l'a offert à Montreuil pour mon anniversaire. Il s'agit du dernier livre d'Erin Morgenstern, enfin son 2e d'ailleurs, hein, puisqu'elle a écrit aussi Le Cirque des Rêves que j'ai adoré et dont j'avais aussi fait une vidéo dédiée si jamais ça vous intéresse. Il s'agit de The Starless Sea, qui va peut-être être traduit en français, je n'en sais strictement rien. Là c'est la version, je crois, américaine, c'est le hardback américain. Il est absolument magnifique, vous pouvez voir ça. Enfin, en fait il ressemble à un vieux livre, vous savez, où justement ils ont ces empiècements un petit peu partout, ils sont un petit peu marbrés, un petit peu tachés. Il est sublime, voilà, on peut le dire, il est beau, l'arrière est sublime, et regardez-moi la tranche, comment c'est beau. Voilà, je ne peux cesser de m'émerveiller. Alors le hardback dessous en soi, si vous cherchez quelque chose de développé, il est plutôt simple, mais vous avez l'intérieur qui est très joli aussi. En soi c'est sympa d'avoir un beau livre, mais c'est mieux s'il est intéressant. Bon, j'en doute pas trop de la part d'Erin Morgenstern, puisque moi j'avais adoré Le Cirque des Rêves, c'était un véritable coup de cœur et il me marque encore pour son univers. Je pense qu'on va retrouver ça ici, puisqu'on a l'air d'être dans une histoire relativement fantastique, un petit peu comme Le Cirque des Rêves, puisqu'on va suivre un jeune garçon, si je dis pas de bêtises, au début de l'histoire et pendant, je suppose, qui va entrer dans la bibliothèque de son université, donc je sais pas à quelle époque, si c'est contemporain ou pas du tout. Le fait est qu'il va trouver dans cette bibliothèque une porte vers un autre monde, et je crois que ça se passe via un livre d'ailleurs, cette porte, je ne sais plus. C'est ça, c'est un livre qui lui donne accès à un autre monde, avec des aventures merveilleuses, des amants séparés, des quêtes, j'imagine, fantastiques. Il va entrer via ce livre dans ce nouvel univers, il va vivre, je suppose, une aventure extraordinaire. J'en sais pas plus, il y a plus d'informations dans le résumé, mais je préfère ne pas trop moi-même en savoir pour découvrir un petit peu toute cette histoire au fur et à mesure. Et voilà, j'ai juste hâte de plonger dedans, puisque je sais que la plume d'Erin Morgenstern est assez magnifique. Je suppose que c'est plus adressé à un public adulte, je pense, un petit peu comme Le Cirque des Rêves. Voilà, j'en sais pas plus au niveau de la traduction, mais je suppose que ça le sera, puisque Le Cirque des Rêves a quand même été un beau succès. Je vais sauter du coq à l'âne avec quelque chose qui n'a rien à voir, puisqu'il s'agira d'un album. On est sur un album jeunesse qui s'appelle Balance ton loup, de Marie Wilmer et de Julie Mélan. Je crois que Marie Wilmer doit être la scénariste et Julie Mélan est l'illustratrice, si je dis pas de bêtises. C'est bien ça, j'ai une dédicace de Julie Mélan qui a dessiné, donc c'est bien ça. Alors, Balance ton loup, mais Loka, oh, regardez-moi, l'autre elle chasse sa queue, oh là là. Oh mais Loka. Ma puce. Bah oui, elle est à toi, elle t'appartient.
Ouais, oui, elle fait partie de ton corps, hein, c'est attaché tout ça. Oh là là, c'est compliqué la vie, hein. Luca. On va laisser Luca déterminer l'emplacement de sa queue et on va reprendre. Donc Balance ton loup, comme vous l'avez peut-être vu, il s'agit d'une histoire qui tourne autour de princesses, sauf que d'après le titre vous pouvez vous douter qu'il y a peut-être probablement un petit peu de féminisme, hein, puisque ça fait bien sûr allusion à Balance ton porc, qui a forcément marqué le paysage médiatique, hein, avec la libération de la parole des femmes. Et Balance ton loup, ce sont les princesses qui décident enfin en fait elles en ont marre, puisque leur prince les traite relativement mal, ou pas forcément que leur prince, mais les hommes globalement des différents contes les traitent mal. Par exemple Blanche-Neige elle en a plein le cul de nettoyer après les nains, hein, parce qu'ils laissent toujours la maison en bordel et puis ils s'en foutent, ils se cassent. Cendrillon elle vit avec le chat botté et elle en a marre parce qu'il lui pique toutes ses pompes et en plus il va voir ailleurs. Voilà, on va suivre un petit peu toute cette espèce de révolte des princesses qui vont aller envoyer bouler tout leur quotidien, tous leurs oppresseurs et qui vont décider de vivre leur vie comme elles l'entendent sans dépendre des autres. Et c'est hyper sympa, il y a plein de messages assez chouettes, assez féministes, les illustrations sont très jolies. Je suis plutôt très contente d'avoir pu trouver ce petit livre, d'ailleurs c'est encore grâce à Coralie que je suis tombée dessus, puisque Coralie l'a vu, me l'a montré, se l'est pris, je me le suis pris, et après on a fait une chaîne de transmission de ce livre, puisqu'on en a parlé à chaque fois qu'on croisait quelqu'un, et voilà. Et je pense que d'ailleurs à la fin de la journée il n'avait plus de livre de Balance ton loup, et on était très contente. C'est bien sûr un album qui théoriquement ne m'est pas dessiné, hein, puisque je pense que c'est plutôt adressé à des enfants qui auront peut-être 6-7 ans, ce sera plus simple de comprendre ces messages, mais il y en a plein de chouettes, par exemple Non c'est non. Et c'est un livre que j'irai certainement offrir à ma petite cousine plus tard quand elle sera plus grande et plus à même de comprendre cette histoire. Bien sûr je n'offrirai pas mon exemplaire parce qu'il est dédicacé à mon nom, ce serait quand même pas très sympa pour elle. Prochain livre que je vous présente n'a encore rien à voir, il s'agit du tome 2 de L'Esprit de Lewis de Lionel Richerand au dessin et de Santini, je ne sais pas son prénom, j'ai oublié, pour le texte. C'est un livre que je n'ai pas acheté puisque c'est Laure de la chaîne L'Enluminée qui me l'a gentiment offert pour mon anniversaire, donc merci encore Laure. J'avais lu le tome 1 il y a un petit moment, je l'avais acheté d'ailleurs à Montreuil aussi le premier, et puis ça vous raconte en fait l'histoire de Lewis, hein, qui est ce jeune homme qu'on voit en bas, qui va en fait perdre sa maman au début du premier tome. Il va hériter de sa maison, son manoir, il va aller s'installer là-bas et si je me trompe pas il est écrivain. Il va se plonger dans cet univers-là pour vivre son deuil et en même temps essayer d'écrire. Sur place il va croiser donc un esprit, d'où le titre L'Esprit de Lewis, et je vous en dirai pas plus. C'est une histoire qui est plutôt de l'ordre du conte gothique quand même, qui peut être assez malaisante je dirais, un petit peu, pas malsaine mais si un petit peu je pense quand même. C'est pas une histoire qui mettra à l'aise tout le monde, dans le sens où déjà on va parler de deuil, même si moi à l'époque quand j'ai lu très clairement je n'y connaissais rien, je n'en avais pas vraiment vécu, là je suis en plein dedans donc ça me fera peut-être écho différemment, mais voilà il y a aussi des relations qui peuvent être un peu dérangeantes. Il y a un dessin aussi moi que j'aime beaucoup mais qui peut ne pas plaire, c'est un dessin avec des traits qui peuvent sembler parfois durs, mais moi voilà j'adore le jeu de couleurs qui est choisi là-dedans, j'adore l'ambiance qui est posée, il y a quelque chose d'hyper défini, d'hyper onirique, assez bizarre. En fait il y a une atmosphère que j'aime beaucoup qui se dégage du dessin de Lionel Richerand et que j'aime beaucoup. D'ailleurs j'avais beaucoup aimé dans La Forêt, que je vous présenterai dans un prochain biblio haul, et c'est un petit peu pareil. Il y a un dessin spécial, une ambiance spéciale, des histoires qui peuvent être un petit peu glauques, voilà, assez glauques, mais qui personnellement me plaisent. Mais en même temps j'ai envie de vous dire, chez Métamorphose vous trouverez beaucoup de ça, hein, donc ça reste cohérent, voilà. J'avais prévu d'acheter ceci à Montreuil puisque j'avais acheté le premier tome l'année dernière, et je vous présente donc les tomes 2 et 3 de Bergère Guerrière, de, comment s'appelle-t-il déjà, Jonathan Garnier et de Amélie Fléchet. Donc Jonathan Garnier, normalement je crois qu'il est plus au texte, mais j'ai l'impression qu'ils dessinent tous les deux en fait, hein. Et Amélie Fléchet théoriquement qui est plus à l'ancrage en tout cas, au dessin, hein, de ce que j'ai compris. L'histoire de Bergère Guerrière, c'est dans le premier tome un petit village, hein, voilà, perché en haut des montagnes, qui il y a quelques années a vu tous ces hommes mobilisés pour partir à la guerre, sauf que ces hommes ne sont jamais revenus, il s'est passé un temps fou et les hommes ne sont jamais réapparus. Les femmes ont donc dû s'organiser dans ce village pour apprendre à se défendre en cas d'attaque, hein, puisque de toute façon elles ne savent pas
pourquoi leurs hommes ne sont pas revenus, donc peut-être qu'une menace va peser sur elles. Elles ont donc appris à se former et à devenir des guerrières, et vu qu'elles élevaient des boucs et tout un tas d'attelages en fait, elles sont donc devenues des bergères guerrières. Et donc voilà, tous les enfants sont formés et on suit au début du premier tome toute une troupe d'élèves qui va entamer ces derniers moments de vraie formation pour entrer un petit peu dans le monde. Et c'est très mignon et en même temps très divertissant, et le dessin je l'aime beaucoup, les couleurs je les adore. Là c'était très bleuté, voilà. Le premier est un peu plus vert, un peu plus chaud, mais là l'histoire va avancer. Mais voilà, vous avez des couvertures qui peuvent être assez hypnotisantes je trouve. J'ai aussi eu droit là-dedans à de très jolies dédicaces. Là encore je pense qu'au moment où je vous parle vous verrez des encarts parce que ce sera plus intéressant pour vous. J'avais énormément apprécié le premier tome, c'était une très jolie découverte. J'ai donc hâte évidemment de lire les suites. Voilà, je pense que je vais me faire ça dans l'année très tranquillement, et peut-être un petit peu pour le Cold Winter, on verra. Et normalement la série n'est pas terminée puisque là les auteurs travaillent sur un 4e tome, et quand je leur en ai parlé pendant la dédicace de Montreuil, ils me disaient que peut-être il y aurait un 5e tome, puisque là ils en étaient toujours en plein dans le 4 et ils avaient avancé en termes de pages, mais en termes d'histoire il y avait encore plein de choses à faire, donc peut-être que nous aurons 5 tomes pour Bergère Guerrière, en tout cas ce serait chouette. Au niveau de Montreuil, c'est un petit peu tout ce que j'ai rapporté, donc vous voyez que c'est pas énorme par rapport à d'autres années où franchement j'avais ramené des dizaines et des dizaines de livres. Là j'ai été plutôt raisonnable, en plus il y a plusieurs livres qui m'ont été offerts puisque l'un des tomes de Bergère Guerrière m'a aussi été offert par Kevin de la chaîne Mr Kev, là aussi pour mon anniversaire. Donc merci les amis, vous êtes vraiment top, c'est très gentil, voilà, vous m'avez fait de beaux cadeaux. Je vais donc vous présenter d'autres livres que j'ai reçus entre temps pour mon anniversaire ou pour d'autres occasions, mais pas acquis on va dire à Montreuil directement. Celui-ci vous l'avez vu passer quand même pas mal sur Instagram, moi je l'ai vu circuler partout, je suis bien contente pour Marie. Il s'agit donc de Wicca de Marie Aligno, donc le premier tome, si je dis pas de bêtises, du Manoir des Sorcelages. En tout cas le nom du premier tome doit être le Manoir des Sorcelages en fait. C'est plutôt un livre qui est adressé jeunesse plutôt que adolescent ou adulte. Bon ça peut se deviner avec la couverture quand même un petit peu, puis ça vient de chez Poulpe. Ça m'a gentiment été envoyé d'ailleurs par Poulpe et via Marie surtout, donc merci Marie. On vous raconte l'histoire donc de, je crois que c'est un frère et une sœur, Avril et Octobre, qui font partie des sorcelages, donc ils pratiquent le Wicca, et ils vont avoir affaire à, je crois, pas vraiment un maléfice, mais il va y avoir quelque chose qui va être brisé dans la région, leur cercle de protection. Ils vont donc s'allier de Nour, donc la meilleure amie d'Avril, si je dis pas de bêtises, ou d'Avril et d'Octobre, je ne sais pas. Et ils vont, j'imagine, vivre tout un tas d'aventures, et j'en sais pas plus, et je vais découvrir tout ça. J'en entends que du bien, de toute façon j'aime beaucoup ce que fait Marie avec Orphea Fabula, donc je m'attends à de toute façon quelque chose d'assez chouette, tout pareil. Donc on va voir ce que ça donne. D'ailleurs il a été sélectionné pour le PLIB, enfin présélectionné dans les 20, donc c'est plutôt cool. Donc je vais essayer de le lire d'ici là pour pouvoir faire mes votes. Toujours en parlant du PLIB, j'ai eu la chance qu'on me fasse parvenir L'apprentie faucheuse de Justine Robin, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Justine son prénom, l'autrice. Si je dis une bêtise je me corrigerai comme d'habitude. Donc c'est le premier tome, Rouge sang et Noir corbeau. Alors lui aussi est sélectionné pour le PLIB et voilà, l'autrice m'a gentiment contactée en me proposant de le recevoir. Et donc j'ai accepté, c'est très gentil, merci encore. C'est un livre fantastique qui se situe au milieu du 19e siècle où vous avez une jeune femme qui va être assassinée, voilà, bon pas de chance, elle était servante je crois et domestique. Et relativement pauvre, forcément, quand t'es domestique à cette époque-là, c'est que tu roules pas sur l'or. Bref, elle est assassinée et elle va pas vraiment ressusciter, mais renaître sous les traits d'une faucheuse. Donc apparemment elles sont 7 faucheuses avec, j'imagine, des capacités différentes, puisque c'est ce que ça a l'air d'être suggéré dans le résumé. Elle va donc être là en fait pour justement faire partir les fantômes et les âmes errantes, donc j'imagine pour qu'elles ne troublent pas trop les âmes humaines. Et elle va être secondée d'une autre faucheuse qui visiblement est sous ses ordres, et il s'avère que cette autre faucheuse est son meurtrier. Voilà, alors je sais pas ce que ça réserve, est-ce qu'ils vont s'engueuler, est-ce qu'ils vont... elle va le pardonner entre guillemets, je n'en sais rien, il y a tout un tas d'aventures je pense qui vont se passer. Il est sélectionné pour le PLIB, donc écoutez, on va découvrir tout ça. Et ça vient aussi du Héron d'Argent, je mentionne la maison d'édition puisque c'est eux qui me l'ont fait parvenir aussi, donc... Et là on va entamer les 2 livres que j'ai reçus pour mon anniversaire, puisque pour une fois j'ai pas demandé que des livres pour mon anniversaire, même si bon j'avoue j'avais pas trop la tête à ça trop cette année, mais j'avais très hâte de lire. Il s'agit du second tome entre guillemets de La Servante écarlate. J'adore parce que toutes les images sont, enfin les couleurs sont très flashy et mon
ma caméra n'arrive pas à les voir. Il s'agit donc de Les Testaments, donc le deuxième tome dans la saga de la Servante Écarlate. J'en sais pas plus, si ce n'est que ça se passe plusieurs années après le premier tome, précisément 15 ans, voilà, il se passe précisément 15 ans entre les deux tomes. Moi j'avais évidemment beaucoup aimé le premier tome de la Servante Écarlate. C'est une narration qui peut être assez froide, alors je l'avais lu en anglais le premier tome, là je vais le lire en français, le deuxième on verra bien. C'est une narration qui peut être assez froide au niveau de Margaret Atwood, faut s'y faire, c'est pas un style qui plaît à beaucoup de monde, je sais qu'il y a plein de gens qui ont eu du mal avec ça, et même cette histoire qui diffère quand même pas mal de la série, pas dans le sens où l'histoire est totalement différente parce que la saison 1 et le premier livre sont globalement la même chose, mais c'est un style où vous... c'est difficile d'avoir, c'est pas que c'est difficile d'avoir de la compassion pour l'héroïne, mais elle met elle-même de la distance entre ce qui lui arrive, ce qu'elle vit et ce qu'elle vous raconte. Donc forcément c'est parfois compliqué de faire un lien. Donc voilà, je le dis parce que moi j'ai plusieurs amis qui ont eu énormément de mal avec ça, donc ça peut ne pas vous plaire, et auquel cas je vous conseille quand même vraiment la série qui est vraiment chouette. Et d'ailleurs la première saison fait une belle extension en fait du livre, puisque vous avez des choses qui sont un peu plus creusées par rapport au livre, surtout au niveau des personnages, certains personnages qui sont assez intéressants. Et après voilà, moi j'ai pas terminé la saison 3 par exemple, mais je vais continuer. Mais voilà, bon bref, je m'égare, mais j'ai hâte forcément de lire Les Testaments, puisque je suppose que ça diffère de la série, puisque la série ça reste dans une continuité proche en termes de temps. Au niveau de ce livre, ça se passe 15 ans après, et c'est tant mieux puisque du coup il y aura peut-être pas de redites, et c'est tant mieux, voilà, bref j'ai hâte. Et enfin, dernier livre de cette sélection, et je pense qu'on a quand même une dynamique assez récurrente chez moi, mais bon à force vous avez l'habitude puisqu'on reste quand même vachement dans le féminisme, avec encore une couverture ultra flashy, attention vous êtes prêts. Il s'agit du deuxième tome des Culottées de Pénélope Bagieux. J'avais le premier tome dans ma bibliothèque depuis des années, mais j'avais toujours pas pris le temps soit de m'acheter le deuxième ou de le demander entre guillemets pour un anniversaire. C'est chose faite, ma maman me l'a offert. Et j'ai très très hâte de le découvrir, tout simplement parce que j'aime énormément Pénélope Bagieux de base, pour tout ce qu'elle communique, tout ce qu'elle transmet, pour ses dessins. Moi j'aime beaucoup son dessin, après c'est pareil, il y en a qui adorent, il y en a qui n'aiment pas. Et j'aime beaucoup le principe des Culottées, puisqu'évidemment le principe c'est de mettre en avant des histoires de femmes qui auront marqué l'histoire, que ce soit l'histoire avec un grand H, que ce soit de belles actions, de beaux messages, quelque chose de joli qu'elles auront transmis. Et c'est tout l'objectif en fait de Pénélope Bagieux dans ces histoires, c'est de montrer que les femmes peuvent aussi faire des choses extraordinaires, ou extraordinaires à entre guillemets une moindre échelle, parce que ça changera peut-être pas la face du monde, mais ce sera une belle force de caractère, un beau changement, même que ce soit dans un petit village, dans une région. Voilà, un beau pas qui aura été fait par une femme. Et vous avez des portraits aussi divers que intéressants, et forcément j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. J'avais adoré le premier tome, j'ai très très hâte de lire la suite dans le deuxième. Alors vous pouvez lire les tomes dans l'ordre que vous voulez, puisqu'il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de suite. C'est vraiment des petits parcours qui font quoi, une dizaine de pages chacun, quelque chose comme ça, où elle vous raconte l'histoire d'une femme qui aura marqué son quotidien. Voilà, même pas une dizaine de pages, je crois que c'est 5 pages à peu près. Ça se lit dans l'ordre que vous voulez, et là d'ailleurs il y a même une intégrale qui est sortie avec les deux ensemble, d'ailleurs le livre est très beau, mais bon moi très clairement ça aurait été parfaitement inutile. Ce sera donc tout pour les livres que j'ai acquis au cours de Montreuil, de mon anniversaire, des semaines, mois précédents et encore. Il y en a que je vous aurais pas montré, mais bon je me dis que ça fait quand même un bail. J'espère que ça aura pu être inspirant, peut-être que ça vous aura donné des idées. Alors pour Noël ça paraît tard, puisque au moment où je vais poster cette vidéo, il vous restera que quelques jours pour faire des achats, donc ça me paraît un petit peu tendu, mais peut-être, on sait jamais. Mais en tout cas, j'espère que ça pourra vous donner des idées, vous inspirer, et si jamais vous les avez lues, comme d'habitude, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Moi évidemment, je suis contente d'en discuter avec vous, si vous les avez aimés ou pas, c'est toujours intéressant d'avoir les deux points de vue. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec cette vidéo. En attendant, moi je vous dis à très bientôt, et je vous fais d'énormes bisous. Salut!